Ils l'appelaient la cathédrale de fer. Les Britanniques, c'est plus cruel encore, parlaient en milieu d'une catastrophe à 3 étages. Chez les Allemands, le surnom circulait avec un rire méprisant, une cible magnifique. Et pourtant, au printemps 1942, ce char américain moqué par tous allait accomplir ce qu'aucun blindé britannique n'avait réussi jusque-là: briser l'élan des hommes d'Erwin Rommel. En 1941, le M3 Medium Tank était probablement le char le plus ridiculisé au monde. Haut de plus de 3 mètres, massif, maladroit, avec un canon principal monté dans la caisse, comme un vestige de la Première Guerre mondiale, il semblait appartenir à une autre époque. À côté de lui, les chars allemands paraissaient bas, élégants, modernes. Le M3 ne faisait peur à personne. Même ses propres équipages le regardaient avec méfiance. Mais pour comprendre pourquoi ce monstre disgracieux allait changer le cours de la guerre en Afrique du Nord, il faut revenir en arrière. Juin 1940. En 6 semaines à peine, la France s'effondre. Les divisions blindées allemandes traversent le pays à une vitesse que le monde n'avait jamais vue. Ce ne sont pas les chiffres qui impressionnent le plus les observateurs américains. Sur le papier, l'armée française possède davantage de chars que l'Allemagne. Ce sont la méthode, la coordination, l'audace. Les Allemands ne dispersent pas leurs blindés. Ils les concentrent. Ils frappent là où ça fait mal. Ils avancent vite, soutenus par l'aviation, les transmissions radio et des équipages entraînés à manœuvrer comme une seule entité. Pour les stratèges américains, le message est clair: la guerre moderne a changé. Le char n'est plus un simple soutien à l'infanterie. Il est devenu l'arme décisive. Or, à ce moment-là, l'armée américaine est dangereusement en retard. Elle ne dispose que d'environ 400 chars, pour la plupart des M2 légers armés de simples mitrailleuses. Quelques modèles plus récents possèdent bien un canon de 37 mm, mais rien qui puisse rivaliser avec les Panzers allemands. Si les États-Unis entraient en guerre immédiatement, leurs soldats affronteraient la force blindée la plus expérimentée du monde avec un matériel conçu pour une autre époque. Les ingénieurs américains savent ce qu'il faut: un char moyen équipé d'un canon de 75 mm, pas seulement pour sa puissance brute, mais pour sa polyvalence. Un tel canon peut tirer des obus perforants contre les chars ennemis, mais aussi des obus explosifs, capables de détruire des nids, de mitrailleuses, des positions fortifiées, des concentrations d'infanterie. Les canons plus petits ne peuvent pas faire les deux efficacement. Les Britanniques, par exemple, utilisent le canon de 2 livres, un 40 mm redoutable contre le blindage léger, mais presque inutile contre tout le reste. Le problème est industriel. En 1940, les usines américaines ne sont tout simplement pas capables de produire en série une tourelle suffisamment grande et solide pour supporter le recul d'un canon de 75 mm. Le futur M4 Sherman existe déjà sur les planches à dessin, mais il faudra au moins 18 mois pour adapter les fonderies, former la main-d'œuvre et lancer une production fiable. 18 mois que l'armée n'a pas. Alors une idée dérangeante refait surface. Et si l'on montait le canon de 75 mm directement dans la caisse sur le côté? C'est une solution dépassée, héritée des chars de 1918. Un canon de ce type a un champ de tir limité. Pour viser sur les côtés, le char entier doit pivoter. En combat mobile, cela peut être fatal. Tous les ingénieurs le savent. Mais ils savent aussi une chose: un canon de 75 mm imparfait est infiniment préférable à aucun canon du tout. Le projet est approuvé à l'été 1940. En janvier 1941, le premier prototype est prêt. En août, la production commence. Le M3 naît ainsi, non pas comme un chef-d'œuvre, mais comme un compromis d'urgence. Un moteur radial d'avion est installé à l'arrière, puissant et fiable, mais volumineux. Le canon de 75 mm prend place dans la caisse avant droite. Au-dessus, une petite tourelle reçoit un canon de 37 mm. Et sur cette tourelle, une coupole de commandement. 3 niveaux empilés. 10 pieds de haut, une silhouette impossible à dissimuler. À l'intérieur, 7 hommes se partagent un espace étroit, entouré de blindages rivetés. Chaque rivet est une menace. Même sans perforation, un impact peut les transformer en éclats mortels projetés dans l'habitacle. Les tankistes américains ne se contentent pas de se moquer du M3. Ils en ont peur. Pourtant, entre 1941 et 1942, plus de 6000 exemplaires sortent des usines. Et pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, dans le désert nord-africain, un homme impose sa loi. Erwin Rommel arrive en Libye
début 1941 avec une force limitée. En quelques semaines, il repousse les Britanniques jusqu'aux portes de l'Égypte. Son Afrika Korps devient une légende. Les blindés allemands dominent le champ de bataille. Les Britanniques attaquent, reculent, attaquent encore, perdent des centaines de chars et voient toujours les panzers tenir le terrain. Au début de 1942, leur situation devient désespérée. Ils ont besoin d'un miracle, et ce miracle, aussi improbable que cela puisse paraître, arrive sous la forme d'un char américain laid, trop haut et profondément imparfait. Ils ne le savent pas encore, mais le désert s'apprête à devenir le théâtre d'un choc que Rommel lui-même n'avait pas prévu. En Afrique du Nord, la guerre n'avait rien de romantique. Le désert n'était pas une mer de sable vide, mais un espace brutal où chaque erreur se payait immédiatement. La chaleur écrasait les hommes, le sable s'infiltrait partout, dans les moteurs, les armes, les poumons. Les combats se jouaient à longue distance, sous un soleil aveuglant, là où la portée des canons comptait plus que le courage. Depuis plus d'un an, les équipages britanniques vivaient avec un sentiment constant d'infériorité. Ils savaient que leurs chars n'étaient pas à la hauteur. Lors de l'opération Crusader, à l'automne 1941, plus de 700 blindés britanniques avaient été lancés contre les positions de Rommel. Sur le papier, cela semblait suffisant. Dans la réalité, ce fut un cauchemar mécanique et humain. Les chars britanniques avançaient, se heurtaient aux canons anti-chars allemands, puis étaient détruits un à un à distance. Les obus de 40 mm rebondissaient souvent sur le blindage frontal des panzers. Les équipages voyaient leurs tirs échouer, puis la riposte arriver, précise, implacable. À l'intérieur des chars, la confiance se désintégrait. Les tankistes savaient qu'ils devaient s'approcher dangereusement près pour espérer faire mouche. Chaque mètre parcouru sous le feu ennemi ressemblait à une condamnation. Beaucoup parlèrent d'une sensation d'impuissance absolue. Voir l'ennemi, le viser, tirer, et constater que cela ne suffisait pas. Pendant ce temps, Rommel perfectionnait son art. Il utilisait la mobilité, le renseignement, la surprise. Il savait quand attaquer et quand se retirer. Ses hommes lui faisaient confiance parce qu'ils gagnaient. Chaque victoire renforçait la réputation de l'Africa Korps et sapait un peu plus le moral britannique. C'est dans ce contexte que, début 1942, les premiers convois américains arrivèrent en Égypte. Parmi les caisses, les pièces détachées et les munitions se trouvaient les nouveaux chars M3. Les Britanniques les observèrent avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Le choc visuel fut immédiat. Ces machines semblaient gigantesques. Sur le terrain plat du désert, elles dépassaient tout ce que les Britanniques avaient connu. Certains officiers murmurèrent que ces chars seraient invisibles à des kilomètres. D'autres plaisantèrent à voix basse. On dirait une église montée sur chenilles. Mais très vite, l'attention se concentra sur autre chose. Le canon. Le 75 mm, presque le double du calibre habituel. Lors des premiers essais, les artilleurs britanniques assistèrent, incrédules, aux impacts à longue distance. Là où leurs propres tirs perdaient en toute efficacité, les obus américains frappaient encore avec violence. À 1000 mètres, la pénétration restait suffisante pour percer un blindage allemand standard. À 1500 mètres, les résultats demeuraient dangereux. Encore plus impressionnants étaient les obus explosifs. Pour la première fois depuis longtemps, les Britanniques pouvaient engager des positions anti-chars, des canons, des groupes d'infanterie sans devoir s'approcher à portée mortelle. Un seul char pouvait soutenir une attaque, réduire une défense, puis se retourner contre un blindé ennemi. Le M3 n'était pas élégant. Il n'était pas discret. Mais il redonnait quelque chose de fondamental aux équipages, la possibilité de frapper en premier. Les Britanniques modifièrent légèrement la version américaine. Leur modèle, baptisé Grant, possédait une tourelle plus basse avec la radio déplacée à l'arrière. Le surnom rendait hommage à un général américain, mais pour les équipages, le nom importait peu. Ce qui comptait, c'était ce que la machine pouvait faire. Au printemps 1942, 167 Grant furent attribués à la 4e brigade blindée. On les déploya prudemment, presque avec appréhension. Personne ne savait encore comment Rommel réagirait. Les services de renseignement allemands signalèrent l'arrivée de chars américains inhabituels, hauts, anguleux, dotés d'un canon monté dans la caisse. Dans les états-majors allemands, on haussa les épaules. Ces véhicules semblaient être des erreurs de conception, des reliques d'un autre âge, une cible idéale dans le désert ouvert. Rommel confiant lança son offensive à la fin du mois de mai.
L'opération devait suivre un schéma déjà éprouvé. Manœuvres rapides, encerclement, destruction méthodique des forces britanniques. Tout indiquait que l'histoire allait se répéter. Mais le désert avait changé, et Rommel ne le savait pas encore. Le 26 mai 1942, Rommel lança l'opération Venezia. Comme à son habitude, l'offensive fut rapide, audacieuse, presque arrogante. Les colonnes de l'Africa Corps contournèrent le sud de la ligne de Gazala, là où le désert semblait offrir un passage libre. Les cartes allemandes étaient les claires. Les Britanniques allaient tenter de colmater la brèche, engager leurs blindés, perdre du terrain, puis reculer. C'était un scénario déjà vu, déjà vécu, déjà maîtrisé. À l'aube du 27 mai, les panzers avancèrent en formation, moteurs grondants, silhouettes basses, se découpant à peine dans la chaleur tremblante. Les commandants allemands s'attendaient à rencontrer les habituels Crusaders et Stuart. Des chars rapides, mais faiblement armés. Des proies. Puis ils les virent. À plus d'1 kilomètre, des formes inhabituelles apparurent sur l'horizon. Trop hautes, trop anguleuses. Les observateurs allemands hésitèrent. Ce n'étaient les pas des chars britanniques classiques. Les silhouettes semblaient presque absurdes, comme si quelqu'un avait empilé plusieurs véhicules l'un sur l'autre. Certains d'officiers crurent d'abord à des véhicules de soutien ou à des canons automoteurs improvisés. Les panzers continuèrent d'avancer. La distance était d'environ 1200 mètres lorsque les premiers coups partirent. Les Allemands entendirent l'impact avant même de comprendre ce qui se passait. Un Panzer III fut touché de plein fouet. L'obus ne ricocha pas. Il traversa le blindage frontal et explosa à l'intérieur. En quelques secondes, le char s'embrasa. Un deuxième fut frappé, puis un troisième. Dans les radios allemandes, l'incompréhension s'installa. Les Britanniques tirèrent depuis une distance où jusqu'alors leurs tirs avaient toujours été inoffensifs. Pourtant, les panzers brûlaient. Les équipages allemands tentèrent de riposter. Les canons de 50 mm ouvrirent le feu. Les obus frappèrent les Grants et n'eurent presque aucun effet à cette portée. La logique du combat venait de s'inverser. Les commandants allemands ordonnèrent d'avancer pour réduire la distance. C'était la seule solution. Approcher, encaisser, tirer à bout portant. Une manœuvre risquée, mais familière. Les panzers accélérèrent, soulevant des nuages de poussière. Mais le désert entre les deux lignes était devenu une zone de mort. Les Grants tiraient méthodiquement. Chaque coup était calculé. Chaque impact comptait. À l'intérieur des chars britanniques, l'atmosphère était radicalement différente de tout ce que les équipages avaient connu auparavant. Pour la première fois, ils voyaient tel ennemi exploser à distance. Pour la première fois, ils n'étaient pas ceux qui devaient s'approcher en sachant qu'ils seraient touchés les premiers. Le bruit du canon de 75 mm résonnait dans la caisse, puissant, rassurant presque. Les radios allemandes se remplirent de messages confus. Des équipages parlaient tôt de tirs venus de l'horizon. D'autres signalaient des pertes incompréhensibles. Certains croyaient faire face à de l'artillerie camouflée. D'autres parlaient de nouveaux chars lourds britanniques. Personne n'avait une vision claire de la situation. Rommel reçut les premiers rapports dans la matinée. Il comprit immédiatement que quelque chose avait changé. Les Britanniques disposaient désormais d'un armement capable de neutraliser ces panzers avant même qu'ils puissent engager le combat efficacement. 18 mois de supériorité technique venaient de s'évaporer en quelques heures. La bataille de Gazala ne s'arrêta pas là. Rommel manœuvra, contourna, frappa ailleurs. Son génie tactique lui permit d'éviter une défaite immédiate. Mais une certitude s'imposa. L'Africa Corps ne faisait plus face au même adversaire. Le M3 Grant, imparfait, gigantesque, moqué, venait d'ouvrir une brèche dans l'invincibilité allemande, et ce n'était que le début. Rommel ne paniqua pas. Il n'en avait pas l'habitude. Là où beaucoup de commandants auraient reculé face à l'inattendu, il analysa presque froidement. Les rapports convergeaient. Les Britanniques disposaient désormais d'un char capable de frapper à longue distance. Ce n'était pas une illusion. Ce n'était pas un coup de chance. C'était une réalité nouvelle et dangereuse. Il comprit aussi autre chose. Ces chars n'étaient pas parfaits. Leur hauteur les rendait visibles de très loin. Leur canon principal, monté dans la caisse, imposait des angles de tir limités. Ils n'étaient pas faits pour des manœuvres rapides, ni pour des combats chaotiques. Ils excellaient dans une chose précise, tuer à distance sur terrain ouvert. Rommel décida donc
de ne pas les affronter frontalement sans adaptation. Il ordonna à ses unités de se replier légèrement, de gagner du temps, d'observer. Pendant que les combats se poursuivaient ailleurs sur la ligne de Gazala, il chercha une solution. Et il la trouva là où l'armée allemande avait toujours puisé lorsqu'elle était en difficulté, dans l'improvisation. Les canons de 88 mm, initialement conçus pour la défense anti-aérienne, étaient déjà présents en Afrique du Nord. Les équipages allemands savaient depuis longtemps qu'ils pouvaient détruire des chars avec ces armes à très longue portée. Jusqu'ici, ils n'étaient utilisés que ponctuellement contre des attaques blindées. Rommel décida d'en faire un élément central de sa réponse. Les 88 furent avancés, parfois jusqu'à des positions dangereusement exposées. Camouflés dans le sable, protégés par de l'infanterie et des panzers, ils attendaient que les Grant apparaissent. À 2000 mètres, là où même le canon de 75 mm américain perdait en efficacité, les obus allemands pouvaient encore frapper avec une précision mortelle. Les combats prirent alors une nouvelle forme. Le désert se transforma en un duel de portée. Les Grant dominaient les panzers à moyenne distance. Les 88 dominaient tout ce qui avançait trop loin. Chaque camp cherchait à attirer l'autre dans sa zone de destruction. Malgré cela, l'impact psychologique du Grant était irréversible. Les équipages allemands avaient perdu une certitude fondamentale, celle de pouvoir engager n'importe quel char britannique en toute confiance. Désormais, chaque silhouette haute à l'horizon suscitait l'inquiétude. Chaque mouvement devait être précédé de reconnaissance, de calcul, de prudence. Rommel finit par remporter la bataille de Gazala grâce à sa manœuvre, à son audace et aux erreurs britanniques. Tobrouk tomba en juin 1942. Ce fut une victoire éclatante sur le plan symbolique. Rommel fut promu maréchal. Mais derrière les communiqués triomphants se cachait une réalité plus sombre. Les pertes en chars étaient lourdes, très lourdes, et surtout elles étaient irremplaçables. L'industrie allemande ne pouvait pas suivre le rythme. 300 chars par mois, parfois moins. Les Américains, eux, en produisaient déjà des milliers. Chaque Grant détruit serait remplacé rapidement. Chaque Panzer perdu était un coup porté à l'avenir de l'Africa Korps. Rommel le savait, il avait gagné la bataille. Mais quelque chose lui échappait peu à peu, le contrôle du temps. Après Gazala, le désert ne ressemblait plus au désert d'avant. Rien n'avait changé en apparence, le sable, la lumière crue, l'horizon sans fin. Mais dans l'esprit des hommes, quelque chose s'était fissuré. Les équipages allemands continuaient de se battre avec discipline, mais la certitude de leur supériorité mécanique avait disparu. Chaque engagement devenait une équation complexe. Distance, terrain, visibilité. Et surtout, où étaient les Grant ? Du côté britannique, l'effet fut inverse. Les tankistes n'avaient pas oublié les pertes, ni les erreurs, ni Tobrouk. Mais pour la première fois depuis longtemps, ils savaient qu'ils n'étaient plus condamnés à perdre dès le premier échange de tirs. Le Grant leur avait rendu une forme de dignité militaire. Même ses défauts devenaient acceptables tant que son canon parlait le premier. Sur le plan tactique, les Britanniques apprirent rapidement à utiliser le M3 pour ce qu'il était. On ne lui demandait pas de foncer, ni de manœuvrer comme un panzer. On le plaçait en position, légèrement en retrait, sur des terrains ouverts. Là, il devenait une batterie mobile. Les commandants coordonnaient son feu avec l'infanterie et l'artillerie. Les erreurs se payaient encore cher, mais le rapport de force n'était plus désespéré. Rommel, lui, avançait toujours. Son offensive l'avait porté jusqu'aux portes de l'Égypte. Mais chaque kilomètre gagné coûtait plus cher que le précédent. Les colonnes logistiques s'allongeaient. Le carburant manquait. Les pièces de rechange devenaient rares. Et les combats contre les Grant obligeaient à engager les précieux canons de 88 mm, parfois dans des conditions risquées. À l'été 1942, les affrontements se multiplièrent autour d'El Alamein. Là, le terrain limitait les possibilités de manœuvre. Le désert se resserrait entre la mer et des zones impraticables. Rommel ne pouvait plus contourner librement. Il devait attaquer frontalement ou renoncer. Les Grant, positionnés défensivement, trouvaient enfin un rôle presque idéal. Chaque attaque allemande se heurtait à une barrière de feu. Les panzers tentèrent d'avancer, les 88 tiraient, les Britanniques ripostaient. Les combats n'étaient non plus des débâcles rapides, mais des affrontements d'usure. Et dans une guerre d'usure, l'industrie américaine faisait toute la différence. Pendant ce temps, loin du désert, les chaînes de production tournaient sans relâche. Les ingénieurs américains savaient que le M3 n'était qu'une solution temporaire.
le vrai successeur arrivait. Plus bas, plus équilibré, doté d'une vraie tourelle pour son canon de 75 mm, le M4 Sherman sortait enfin des usines en nombre suffisant. Rommel recevait les rapports, comprenait les chiffres et voyait l'avenir se refermer lentement. Même s'il gagnait encore des combats, il ne pouvait pas gagner cette course. Chaque mois qui passait rapprochait ses adversaires d'une supériorité écrasante. Le Grand avait rempli son rôle. Il avait tenu la ligne. Il avait saigné l'Africa Corps, et surtout il avait acheté du temps. À l'été 1942, la guerre en Afrique du Nord entra dans une phase plus lente, plus lourde, presque étouffante. Les grandes percées spectaculaires laissèrent prendre place à des affrontements répétés, souvent indécis, où chaque colline, chaque crête sableuse était disputée. Pour les hommes des deux camps, la guerre devenait une succession de journées brûlantes et de nuits tendues, rythmées par les moteurs, les tirs sporadiques et l'attente. Les équipages de Grant commencèrent à développer une relation étrange avec leurs machines. Ils connaissaient chaque défaut, chaque bruit suspect, chaque vibration anormale. Ils savaient que la hauteur du char les rendait vulnérables à l'observation aérienne et aux tirs à longue distance. Ils savaient que le canon monté dans la caisse les obligeait à manœuvrer tout le véhicule pour ajuster le tir. Mais ils savaient aussi une chose essentielle. Tant que le 75 mm parlait en premier, ils avaient une chance de survivre. Dans plusieurs engagements locaux, les Grant prouvèrent leur utilité défensive. Postés derrière des légères élévations, partiellement masquées par le terrain, ils ouvrirent le feu dès que les panzers entraient dans leur zone de portée. Les Allemands ripostaient, souvent avec précision, mais le temps jouait contre eux. Chaque minute passée sous le feu britannique augmentait le risque de pertes irréparables. Rommel tentait d'accélérer le rythme. Il pressait ses unités, cherchant une percée décisive avant que l'avantage industriel allié ne se fasse sentir pleinement. Mais l'Africa Corps était fatigué. Les équipages vétérans combattaient depuis des mois, parfois des années. Les remplacements étaient rares, moins bien formés. Les stocks de carburant et de munitions diminuaient. Face à cela, les Britanniques, renforcés progressivement, adoptaient une posture plus méthodique. Ils n'avaient plus besoin de tenter des attaques désespérées. Leur objectif était clair, tenir, user, gagner du temps. Chaque jour sans percée allemande était une victoire. C'est dans cette guerre d'attrition que le M3 montra sa vraie valeur. Il n'était pas le char idéal pour gagner la guerre, mais il était exactement le char qu'il fallait pour empêcher l'ennemi de la gagner. À l'automne, les premiers Sherman commencèrent à apparaître en nombre significatif. Plus bas, plus maniables, ils corrigeaient presque tous les défauts du Grant. Les équipages les regardaient avec une admiration mêlée d'envie. Mais beaucoup savaient aussi que sans le M3, ces nouveaux chars seraient arrivés trop tard. Rommel, de son côté, observait les lignes adverses se densifier. Les Britanniques ne reculaient cela plus. Les attaques se heurtaient à des défenses organisées, soutenues par un train et par une artillerie massive et des chars capables de riposter efficacement. La guerre entrait dans sa phase décisive, et le rôle du Grant, discret mais fondamental, touchait à sa fin. En octobre 1942, le désert semblait retenir son souffle. Les lignes s'étaient figées autour d'El Alamein, un nom qui jusque-là n'évoquait presque rien. Un simple point sur la carte. Désormais, c'était un verrou. Derrière lui, l'Égypte, le canal de Suez, et tout ce que Rommel avait conquis risquait de s'effondrer. Pour les équipages de Grant encore en service, cette période fut étrange. Ils n'étaient au plus au centre de l'attention. Les nouveaux Sherman arrivaient chaque semaine, attirant les regards, les conversations, les espoirs. Plus bas, plus moderne, plus équilibré. Le char que le M3 aurait dû être dès le départ. Pourtant, dans les positions défensives, les Grant restaient là, fidèles, utilisés là où leur portée et leur puissance comptaient encore. Les hommes savaient que leur machine vivait ces derniers mois de première ligne. Certains le ressentaient presque comme une fin annoncée. Ils avaient survécu à Gazala, à la retraite, aux contre-attaques, aux duels contre les panzers et aux tirs terrifiants des 88 mm. Le Grant était devenu une sorte de compagnon disgracieux, mais fiable, une forteresse mobile qui avait tenu quand tout semblait perdu. Rommel, de son côté, jouait son dernier grand coup. Affaibli physiquement, malade, épuisé, il continuait pourtant de diriger ses forces avec une énergie presque obstinée. Mais cette fois, les conditions n'étaient plus les mêmes.
Les Britanniques avaient appris de leurs erreurs. Leur commandement était plus cohérent. Leur artillerie était massée. Leur aviation dominait de plus en plus le ciel. Et surtout, leurs blindés n'étaient ni plus inférieurs. Lorsque l'offensive britannique débuta le 23 octobre 1942, le désert s'illumina. Plus d'un millier de chars, des milliers de canons, un déluge de feu. Les Grant, intégrés dans ce dispositif colossal, remplirent un rôle précis: soutenir, écraser les positions ennemies, neutraliser les contre-attaques blindées à distance. Rommel comprit rapidement que cette fois, il n'y aurait pas de manœuvre miracle. Chaque tentative de percer se heurtait à un mur de feu. Les pertes s'accumulaient, les panzers brûlaient, les réserves fondaient, et contrairement aux mois précédents, il n'y avait plus de solution tactique simple pour compenser l'infériorité matérielle. La seconde bataille d'El Alamein marqua un tournant irréversible. En moins de 2 semaines, l'Africa Corps dut battre en retraite. Ce ne fut pas une déroute immédiate, mais une retraite longue, coûteuse, harcelée sans relâche. Les Alliés ne lâchaient le plus prise. Dans cette avancée, le Grant joua encore son rôle silencieux. Il n'était plus la star du champ de bataille, mais il faisait partie de cette masse blindée qui avançait inexorablement, étouffant toute tentative allemande de stabilisation. La guerre du désert basculait définitivement, et le char autrefois moqué avait tenu assez longtemps pour permettre cette bascule. Après El Alamein, le rythme de la guerre changea brutalement. Là où Rommel avait longtemps dicté le tempo, ce furent désormais les Alliés qui avançaient, méthodiquement, sans précipitation inutile. Chaque kilomètre repris était consolidé. Chaque position allemande abandonnée devenait un nouveau point d'appui. Le désert, autrefois terrain de chasse de l'Africa Corps, se transforma en couloir de repli. Pour les équipages allemands, la retraite était un supplice. Le carburant manquait. Les pièces de rechange étaient introuvables. Les chars endommagés étaient souvent sabotés puis abandonnés, faute de pouvoir être réparés ou évacués. Des machines autrefois redoutées restaient immobiles dans le sable, silhouettes calcinées, témoignant d'un rapport de force désormais inversé. Côté britannique et allié, l'avance n'avait rien d'une promenade. Les combats restaient violents, les embuscades fréquentes. Les 88 mm continuaient de faucher des chars à grande distance. Mais la différence était fondamentale. Les pertes pouvaient être absorbées. Les colonnes de ravitaillement suivaient. Les remplacements arrivaient. Chaque char perdu n'était plus une catastrophe stratégique. Dans cette phase, le Grant devint presque invisible. Il n'était plus au cœur des discussions. Les Sherman prenaient le devant de la scène, symboles évidents de la montée en puissance américaine. Pourtant, sur le terrain, de nombreux engagements secondaires reposaient encore sur les M3 survivants. Ils servaient à appuyer des attaques, à sécuriser des axes, à maintenir la pression sur des unités allemandes en repli. Les équipages savaient que leurs chars étaient dépassés. Mais ils savaient aussi que sans lui, cette avance aurait été bien plus lente, bien plus coûteuse. Le Grant n'était pas le char de la victoire éclatante. Il était le char de la transition, celui qui avait permis de passer de la survie à l'offensive. Rommel, contraint de se retirer toujours plus à l'ouest, voyait s'effondrer ce qu'il avait construit en 2 ans. Il avait affronté des adversaires mal équipés, mal coordonnés, parfois hésitants. Il faisait désormais face à une machine de guerre industrielle, organisée, capable de corriger ses erreurs et de produire sans relâche. Dans ses écrits ultérieurs, il reconnaîtrait ce tournant. L'apparition des chars américains, d'abord imparfaits, puis de plus en plus efficaces, avait changé la nature du conflit. Ce n'était plus seulement une question de tactique ou de bravoure. C'était une question de capacité à soutenir la guerre dans la durée. Et dans cette guerre-là, le Grant avait joué son rôle jusqu'au bout. À mesure que l'Africa Corps reculait, une vérité devenait impossible à ignorer. La guerre du désert n'était plus une affaire de génie individuel. Elle était devenue une épreuve d'endurance industrielle. Et sur ce terrain-là, Rommel combattait un ennemi contre lequel aucune manœuvre brillante ne pouvait suffire. Chaque panzer détruit représentait une perte presque définitive. Les usines allemandes ne pouvaient en pas suivre. Les convois venant d'Europe étaient harcelés en Méditerranée, le carburant arrivait au compte-gouttes. Les équipages faisaient des miracles avec des machines usées, réparées à la hâte, parfois avec des pièces récupérées sur des carcasses abandonnées. En face, les Alliés avançaient avec une régularité presque mécanique. Derrière chaque unité engagée, il y en avait une autre prête à prendre le relais. Les ports, les dépôts, les ateliers mobiles assuraient un flux constant de matériel.
Les chars arrivaient plus vite qu'ils n'étaient détruits. Le Grant, lui, disparaissait progressivement des premières lignes. Beaucoup avaient été perdus. D'autres étaient relégués à des rôles secondaires, d'appui ou de défense statique. Certains furent même utilisés pour l'entraînement, leurs équipages transférés sur Sherman. Mais partout où il passait, le M3 laissait une trace invisible, celle d'un tournant déjà accompli. Les soldats qu'il avait les combattus de l'autre côté s'en souvenaient aussi. Les équipages allemands parlaient encore de ces chars trop hauts, trop étranges, mais capables de frapper là où ils ne s'y attendaient pas. Ce n'était pas la peur panique, mais une méfiance durable. Une première fissure dans l'assurance allemande. Rommel, contraint de quitter l'Afrique du Nord quelques mois plus tard, laissa derrière lui une armée épuisée. Il avait gagné des batailles spectaculaires, mais perdu la guerre stratégique. L'Amérique avait démontré quelque chose de plus inquiétant encore que ses chars. Sa capacité à apprendre vite, à produire vite et à accepter l'imperfection temporaire pour gagner du temps. Le M3 Grant n'était pas un chef-d'œuvre. Il était un pari. Un pari risqué, imparfait, presque désespéré. Mais ce pari avait tenu assez longtemps pour permettre l'arrivée de quelque chose de meilleur. Et dans la guerre moderne, tenir assez longtemps peut suffire à tout changer. Lorsque les derniers combats du désert s'éteignirent et que l'Africa Corps fut définitivement repoussé vers la Tunisie, le M3 Grant avait déjà quitté le devant de la scène. Dans les rapports officiels, son nom apparaissait de moins en moins. Les Sherman dominaient désormais les chiffres, les cartes, les photographies. L'histoire semblait vouloir oublier ce char trop grand, trop étrange, trop compromis. Mais pour ceux qui avaient vécu ces mois critiques de 1942, l'oubli était impossible. Les tankistes britanniques qui avaient fait combattu à Gazala et à El Alamein se souvenaient très précisément de la première fois où ils avaient tiré à plus d'1 kilomètre et vu un Panzer exploser. De la surprise, presque du soulagement. De cette sensation nouvelle, ne plus être systématiquement le plus faible dans l'échange. Beaucoup diront plus tard que c'était à ce moment-là, bien avant la victoire finale, qu'ils avaient recompris que la guerre pouvait être gagnée. Le Grant avait changé la psychologie du champ de bataille. Il avait brisé un mythe, celui de l'invincibilité technique allemande. Les Panzers n'étaient plus des prédateurs intouchables. Ils pouvaient être détruits à distance. Ils pouvaient être arrêtés. Et une fois ce mythe brisé, il ne pouvait plus être réparé. Les ingénieurs américains, eux, n'avaient jamais idéalisé le M3. Ils connaissaient chaque défaut avant même la sortie du premier exemplaire d'usine. La hauteur excessive, le canon en casemate, le blindage riveté, rien de tout cela n'était un secret. Mais ils avaient recompris une chose essentielle. Attendre la perfection, c'était accepter la défaite à court terme. Le Grant n'était pas conçu pour être le meilleur char du monde. Il était conçu pour exister quand le meilleur n'était pas encore prêt. Rommel lui-même le comprit. Dans ses analyses d'après-guerre, il souligna un fait qui dépassait la simple question du matériel. Les Américains avaient conçu, produit et déployé un char moyen opérationnel en moins d'1 an. L'Allemagne, malgré toute son expertise technique, n'avait rien de comparable en termes de vitesse industrielle. C'était là, plus encore que sur le sable de Gazala, que la guerre avait commencé à se perdre pour l'Axe. Le Grant n'avait pas gagné la guerre à lui seul, mais il avait tenu le front quand il n'y avait de rien d'autre. Il avait acheté le temps nécessaire, et dans une guerre mondiale, le temps est parfois l'arme la plus décisive. Avec le recul, l'histoire du M3 Grant prend une dimension presque paradoxale. Rarement une machine aussi critiquée, aussi ouvertement méprisée, aura joué un rôle aussi déterminant à un moment aussi précis. Dans les musées, il n'attire que rarement l'attention. Les visiteurs s'arrament ensemble devant les silhouettes plus basses et plus agressives des Panzers ou devant la ligne équilibrée du Sherman. Le Grant, lui, ressemble à une anomalie. Pourtant, cette anomalie a rempli exactement la fonction pour laquelle elle avait été créée. En 1941, les Alliés ne pouvaient pas se permettre d'attendre. Chaque mois gagné par Rommel renforçait sa position, menaçait le Moyen-Orient, le canal de Suez et tout l'équilibre stratégique de la région. Sans un char capable de contester la supériorité allemande, même temporairement, la situation aurait pu devenir irréversible. Le Grant fut ce verrou provisoire. Il n'écrasa pas l'ennemi, il ne remporta pas de victoire décisive à lui seul, mais il imposa une contrainte nouvelle à l'Africa Corps. Il força Rommel à adapter ses tactiques, à engager ses rares canons de 88 mm, à ralentir son avance. Chaque adaptation coûtait du temps, et chaque jour gagné par les Britanniques permettait à la puissance alliée de s'accumuler.
Il est révélateur que Rommel, pourtant célèbre pour son audace, n'ait jamais cherché à affronter massivement les Grant sans préparation. Il les respectait, non pas pour leur élégance ou leur modernité, mais pour leur potentiel destructeur à distance. Ce respect, né de la contrainte, est souvent plus révélateur que la peur. Lorsque les Sherman prirent définitivement le relais, la guerre avait déjà changé de visage. Les lignes de production américaines tournaient à plein régime. Les équipages alliés étaient au mieux formés, mieux coordonnés. Le temps des improvisations désespérées touchait à sa fin. Mais sans ces improvisations initiales, rien de tout cela n'aurait été possible. Le M3 Grant incarne une vérité souvent oubliée de l'histoire militaire. La victoire ne repose pas toujours sur les meilleures armes, mais sur celles qui arrivent au bon moment. Aujourd'hui, le M3 Grant repose dans quelques musées, silencieux, figés dans le métal. Les visiteurs passent devant lui rapidement. Ils voient ni sa hauteur excessive, son canon monté sur le flanc, sa silhouette presque maladroite. Beaucoup se demandent comment un engin aussi peu élégant a pu être envoyé au combat. Certains sourient, d'autres secouent la tête. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est le moment précis pour lequel il a été construit. Le Grant n'est pas né d'une vision idéale, mais d'une urgence. Il est le produit d'un instant où l'attente aurait été fatale. Les ingénieurs américains savaient qu'ils pouvaient faire mieux. Ils savaient que le Sherman arriverait. Mais ils savaient aussi que, sans solution immédiate, la guerre pouvait être perdue bien avant que la perfection ne sorte des usines. Dans le désert d'Afrique du Nord, ce char imparfait a rempli une mission essentielle. Il a arrêté une dynamique. Il a brisé une certitude. Il a forcé l'un des plus brillants commandants de la guerre à ralentir, à douter, à s'adapter sous pression. Rommel n'a pas été vaincu par le Grant, mais le Grant a rendu sa victoire impossible. C'est là toute la différence. Dans les récits de la Seconde Guerre mondiale, on célèbre souvent les machines iconiques, celles qui incarnent la puissance, l'équilibre, la modernité. Le M3 Grant n'est rien de tout cela. Il est un outil de transition, un compromis assumé, une réponse imparfaite à une menace immédiate. Et pourtant, sans lui, l'histoire aurait pu basculer autrement. Parce que dans la guerre moderne, la supériorité ne se mesure pas seulement en qualité, mais en vitesse d'adaptation. Et à Gazala, puis à El Alamein, ce char américain moqué de tous a prouvé une vérité dérangeante. Parfois ce n'est pas l'arme parfaite qui gagne la guerre, mais celle qui arrive juste à temps. Le Grant n'était pas beau, il n'était pas élégant, mais il était là,